va commencer par le premier projet. C'est le projet Renalgo, présenté par Cécile Couchou, qui est avec nous en ligne, je crois. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Moi, je ne vous entends plus du tout. Alors... On vous entend bien. Ok, très bien. Oui, donc je m'appelle Cécile Couchou, je suis néphrologue, je travaille à la coordination nationale du registre Rhin à l'Agence de la biomédecine et je co-coordonne, puisqu'on est deux, le groupe REDSIAM maladie rénale. Et donc, notre projet s'appelle Renalgo et son objectif, c'est le développement d'outils permettant de repérer les patients avec une maladie rénale chronique dans le système national des données de santé. Est-ce que vous voyez la diapositive? On les voit maintenant. Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran, potentiellement? Oui, voilà. C'est bon? Merci beaucoup. Alors, pourquoi on s'intéresse aux maladies rénales chroniques? Je vous ai mis quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, la Haute Autorité de Santé et la CNAM ont défini des indicateurs de qualité du parcours de soins. Et donc, pour pouvoir suivre ces indicateurs qualité, il faut les mesurer. Et donc, tout logiquement, ils ont besoin de travailler avec le SNDS. Et donc, toute la question se pose de comment repérer ces patients dans le SNDS. Par ailleurs, la maladie rénale chronique, c'est la première pathologie qui a été, pour lequel il y a une expérimentation de nouveaux modes de financement, puisque maintenant, ce n'est plus un financement à l'acte, mais c'est un financement au forfait. Il y a un forfait annuel pour la prise en charge de ces patients. Nous, Registre Rhin et plus globalement à l'Agence de la biomédecine, on est également intéressés par ces patients MRC, puisque ça nous permet de regarder leur parcours en amont des traitements de suppléance, donc avant qu'ils arrivent dans nos bases. Et ça nous permet d'estimer les besoins en dialyse, en greffe, mais ça me permet aussi de travailler sur tous les facteurs qui vont influencer ces parcours. Donc, il y a un groupe REDSIAM qui a été mis en place en septembre 2019. Il y a 23 membres qui viennent, comme vous pouvez le voir, d'horizons très divers, des néphrologues, des épidémiologistes, des biostatisticiens, des spécialistes du SNDS. Donc, on a travaillé dans un premier temps sur un algorithme basé sur avis d'experts. On a repris tous les médicaments, les actes, les diagnostics, etc., disponibles dans le SNDS. Le problème, c'est qu'aucun n'est spécifique de la maladie rénale, sauf au stade de la suppléance, donc la dialyse et la greffe. Et puis, on sait que le patient a eu un dosage de créatininémie, mais on n'a pas le niveau de fonction rénale et donc on ne peut pas définir la présence d'une maladie rénale chronique à partir des données du SNDS. Donc, on a combiné tous ces items, le fait qu'ils soient répétés, etc., pour classer les personnes en MRC possibles, probables, certaines, ou traitées par suppléance. Juste un exemple, on a passé notre algorithme sur l'ensemble de la base SNDS et vous voyez que sur 3 années consécutives, on a à peu près toujours les mêmes résultats. On a ceux qui sont considérés comme étant MRC traités par suppléance, ça correspond à 0,15% de la population, ce qui était le chiffre attendu, parce que là, du coup, nous, on a un registre national et donc on a une idée des volumes. Ceux qui étaient classés comme MRC certains, alors certains, évidemment que ce n'est pas certain puisque c'est un algorithme, mais bon, fortement, très, très, très probable, on voit qu'on est autour de 1,2%. Et puis ceux qui sont probables, on est autour de 6-7%. Alors, les possibles, clairement, là, on part trop loin, mais c'est parce qu'on a inclus trop d'hypertendus, diabétiques, etc. Mais si on se restreint aux probables certains et traités, on voit qu'on est tout à fait aux chiffres attendus par rapport à d'autres études internationales qui ont pu être faites. Donc, c'est plutôt rassurant. Donc, Renalgo, l'objectif du projet donc, présenté aujourd'hui, c'est de poursuivre la validation de cet algorithme basé sur avis d'experts dans d'autres bases, donc en particulier la cohorte Constance, la cohorte Entraide et la cohorte Esteban de Santé publique France. Mais surtout, ça serait de challenger cet algorithme par un autre algorithme qui, lui, serait basé sur des méthodes d'intelligence artificielle. Et donc, cette fois-ci, on ne part pas d'avis des experts, mais on part des données pour construire l'algorithme et on partirait des données de Constance, puisque dans Constance, on a à la fois le dosage de la créatininémie, donc la définition d'une maladie rénale, et puis les données du SNDS.
On est également on sollicite également en cours d'autres entrepôts de données qui ont ces deux informations. L'idée, c'est de comparer ces deux approches. Soit l'une est clairement meilleure que l'autre et le problème est réglé, soit probablement on va aboutir à quelque chose d'un peu combiné entre les deux, mais bon, ça, on verra au moment des résultats. Et cet algorithme, on va dire finalisé, on va pouvoir aussi de nouveau le valider sur différentes cohortes, la cohorte du Gard, Entraide, Esteban et d'autres qui sont en cours. Et finalement publier cet algorithme dans différents langages, SAS, R, Python, et le mettre à disposition de la communauté. Alors, les partenaires du projet, donc c'est l'Agence de la biomédecine, enfin moi-même, qui va assurer la coordination du projet. Il y a le HESP, en particulier Dr Sahar Bayat, qui est co-coordinatrice avec moi du groupe RedSiam. Il y a la cohorte Constance qui va nous être très utile à la fois pour développer l'algorithme basé sur l'IA et puis pour valider l'algorithme actuel. Il y a Santé publique France grâce à deux cohortes, la cohorte Entraide et la cohorte Esteban pour valider les algorithmes, et puis la cohorte gérée par le CHU de Nîmes pour valider les algorithmes. Alors, les bases de données pour valider les algorithmes, c'est toutes les cohortes qui disposent à la fois d'un résultat de dosage de la créatininémie et d'un appariement au SNDS. Par rapport à l'étude précédente, nous, on n'a pas besoin de retourner aux données cliniques puisque on a une maladie qui se définit par un dosage biologique, donc c'est bien pratique. Donc, la cohorte Constance, c'est à peu près 170 000 personnes. La cohorte Entraide, donc un échantillon de patients diabétiques, c'est environ 2 000. La cohorte Esteban, un échantillon de la population générale, c'est environ 2 000. Et la cohorte du Gard, c'est des patients hospitalisés, environ 11 000. On nous a demandé de réfléchir aux freins. Les freins, en fait, l'intérêt, c'est que les bases existent. Elles sont déjà appariées au SNDS, donc tout ce travail est déjà fait. Évidemment, toutes ces bases ont leurs propres contraintes d'accès et donc la personne qui sera recrutée sur ce projet devra probablement se déplacer et à Santé publique France et à l'INSERM, etc., pour faire les analyses sur place. Mais bon, on va évidemment prendre toutes les mesures légales et administratives qu'il faut pour que ça ne pose pas de problème. On a déjà un accord de principe, maintenant il faut contractualiser ça. Et donc, on a estimé notre projet à 2 ans. Le premier semestre, en attendant que tous les problèmes administratifs soient réglés, on va finir de valider notre algorithme basé sur avis d'experts. On l'a déjà testé dans plusieurs cohortes, on va le tester dans des plus grosses cohortes. Le deuxième semestre, c'est pour développer ce nouveau algorithme basé sur l'IA. Troisième semestre, ça va être pour comparer ces deux algorithmes et finaliser un algorithme et le retester. Et puis, le dernier semestre, ça sera publier tous ces résultats et puis industrialiser l'algorithme dans différents langages et le mettre à disposition de tous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc en termes pratiques, cet algorithme va identifier les causes les maladies rénales chroniques, mais indépendamment de leurs causes. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution si on veut y associer l'étiologie de la maladie rénale chronique? Alors, en épidémiologie de la maladie rénale, il y a vraiment deux approches. Il y a vraiment cette approche, la maladie rénale en tant que telle, quelle que soit la cause. Et puis après rentrer dans les causes des maladies rénales. Et nous, notre premier objectif, c'est quand même la maladie rénale au sens large et surtout les stades, parce que la deuxième étape, ça va être de voir est-ce que notre algorithme repère bien tous les stades, en particulier les stades précoces. Ensuite, descendre sur la cause, et ben, ça va être plus compliqué parce que là, en gros, le gold standard, c'est probablement la biopsie rénale ou différents traitements un peu spécifiques de glomérulopathie, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas envisagé ça, mais oui, un jour, ça pourrait être une suite à donner. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions dans le... Bon, merci encore. On va passer au deuxième lauréat de la seconde vague du projet BOAS. Donc, c'est Bénédicte Merle, qui est également en ligne avec nous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour. Bonjour, on vous entend bien aussi. Super.
Je vais faire... On voit vos diapositives. Vous voyez ma diapositive? Oui, il faudrait les mettre en plein écran. Mais Ok, parfait. Oui, c'est bon. Là, vous avez vraiment le plein écran? C'est bon. Impeccable, merci. Donc, bonjour à tous. J'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter le projet API-DMLA pour algorithme pour l'identification de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, je suis Bénédicte Merle, épidémiologiste et chargée de recherche à l'INSERM, et c'est un projet que je porte avec ma collègue Audrey Cougnard-Grégoire. Donc, dans ce projet, nous traiterons de la DMLA qui représente la première cause de handicap visuel chez les 55 ans et plus dans les pays industrialisés et qui touche en France près de 700 000 individus. On estime qu'environ une personne sur 5 chez les 80 ans et plus est atteinte de DMLA. Donc, la DMLA, dans sa forme avancée, elle peut se présenter généralement sous deux formes, la forme atrophique ou bien la forme néovasculaire. Et ces formes dites avancées vont s'accompagner de pertes visuelles qui peuvent se traduire par une déformation des lignes droites et ou par l'apparition d'une tache noire au centre de la vision. Le plus souvent, ces formes avancées de DMLA sont précédées de formes précoces qui, elles, généralement sont asymptomatiques. La DMLA est une pathologie multifactorielle qui implique des facteurs non modifiables tels que l'âge, le sexe ou encore certains facteurs génétiques. Elle implique également des facteurs qui sont modifiables, essentiellement liés à notre environnement et qui ont été suggérés comme liés à la DMLA par les études épidémiologiques. Parmi ces facteurs, on note qu'une consommation de tabac peut multiplier par 3 le risque de développer une DMLA. On a également des facteurs nutritionnels, l'activité physique qui sont impliqués dans cette pathologie. Également des facteurs environnementaux comme la pollution de l'air ou encore l'exposition au soleil. Et également de nombreux facteurs métaboliques tels que le HDL, cholestérol, l'hypertension ou encore la présence d'un diabète. Donc, il existe des traitements médicamenteux pour la DMLA et depuis leur introduction en 2006, les traitements anti-VEGF tels que le ranibizumab et l'aflibercept ont réellement révolutionné la prise en charge de la DMLA néovasculaire en France et en Europe, puisqu'avant cette date-là, il n'existait pas de traitement pour sa prise en charge. Et ces traitements, donc, qui sont des injections intravitréennes, donc à l'intérieur de l'œil, permettent une diminution significative de la déficience visuelle chez les sujets atteints de la forme néovasculaire de cette maladie. En 2016, ces traitements représentaient plus de 500 millions d'euros de remboursement de médicaments par l'assurance maladie en France, plaçant donc ainsi ces deux molécules au deuxième et troisième rang des dépenses de médicaments de l'assurance maladie. Donc, on voit bien que la DMLA bénéficie d'une prise en charge qui peut être facilement identifiable grâce au système de remboursement français. En revanche, aujourd'hui, peu de cohortes présentent des données ophtalmologiques validées. Pour exemple, en France, on recense seulement 3 études en population générale ayant un diagnostic de DMLA. Parmi elles, on a l'étude POLA qui a été menée entre 1995 et 2007. Un peu plus récemment et toujours en cours, on a le volet ophtalmologique de la cohorte bordelaise de l'étude des 3 cités et l'étude Montrachet qui est en cours depuis 2009 à Dijon. Donc, on note que les connaissances épidémiologiques sur la DMLA dans la population française restent vraiment parcellaires, à la fois en termes de couverture avec uniquement 3 villes et également en termes de période. On a une étude dans les années 90 et deux études dans les années 2000. En revanche, à ce jour, en France, on a plusieurs grandes études de cohorte nationales, telles que l'étude E3N ou encore la cohorte Constance, qui disposent de données uniques liées à des données uniques sur l'exposome liées à l'environnement et qui ont recueilli ces données avec beaucoup de détails. Malheureusement, dans ces cohortes nationales, on note l'absence de données ophtalmologiques validées. Donc, l'intérêt de ce projet, ça va être d'essayer de valider ces cas et avec le fait, en fait qu'il est indispensable d'approfondir la connaissance des caractéristiques des malades qui sont atteints de DMLA et des facteurs associés pour mieux prévenir cette maladie.
et pour pouvoir également proposer une prise en charge. Donc vraiment, l'identification et la validation des cas de DMLA dans les grandes cohortes nationales va se poser comme un enjeu de santé publique. Donc, dans notre projet Happy DMLA, nous avons plusieurs objectifs. Le premier va être de développer des algorithmes pour identifier les cas de DMLA néovasculaire incidentes. Donc, on propose de développer 2 algorithmes, un premier qui sera basé uniquement sur les données du SNDS et un deuxième qui sera développé à la fois avec les données du SNDS et avec les données des cohortes. Dans un deuxième temps, l'idée sera de valider ces algorithmes dans les cohortes nationales et ensuite de pouvoir estimer les incidences de DMLA néovasculaire. Pour mener à bien ce projet, on va travailler donc avec plusieurs partenaires. Donc l'équipe Léa du Bordeaux Population Health Unité INSERM qui est porteuse du projet. On travaillera avec les équipes des grandes cohortes E3N, donc au CESP, l'équipe Exposome et Hérédité, et pour la cohorte Constance, l'équipe UMS 011. Et on aura aussi un soutien méthodologique des services d'ophtalmologie des CHU de Dijon et de Montpellier. Et donc, ce projet, on l'espère, permettra de créer la première grande base de données française sur la DMLA et ainsi de pouvoir explorer en détail une large palette de déterminants de cette maladie. On prévoit également de mettre à disposition de la communauté scientifique ces algorithmes et leur amélioration au cours du temps. Et un aspect vraiment important de ce projet va être la validation des cas de DMLA pour pouvoir à la fois améliorer le niveau de publication des articles scientifiques et également accroître la reconnaissance internationale de tous les travaux issus des données de cohortes françaises. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de précision sur les données environnementales que vous allez extraire dans le cadre de ce projet ? Dans le cadre de ce projet, en données environnementales, vous parlez d'exposition aux pollutions. Oui, de l'exposition. Quel type de données vous allez extraire dans le cadre du focus dont vous avez parlé sur l'exposome? Parce que c'est vraiment très, très intéressant et c'est une perspective qui est assez fascinante, parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup à la compréhension de ces pathologies. Donc, alors, dans le cadre du projet, on n'a pas prévu d'extraire de données d'exposition, puisque vraiment, dans le cadre du projet, c'est de valider, de définir et de valider les algorithmes, mais à la suite de ça, on pourra donc regarder les relations entre la DMLA et certaines de ces expositions environnementales, probablement l'exposition au soleil, donc tout ce qui va être UV, et différentes radiations, et aussi la pollution atmosphérique, tout ce qui va être particules fines, je pense au PM2,5, au carbone suisse, ce genre d'exposition liée à notre environnement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle sur le projet? Non, on va passer au projet suivant. Alors, on a avec nous le professeur Catherine Quentin qui est sur place et à qui je vais donner la parole. Bonjour à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le Health Data Hub pour son soutien et pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ce projet de validation d'un algorithme de repérage de la maltraitance à enfants en France. Alors, comme vous le savez peut-être, la maltraitance à enfants est un problème de santé publique et nous nous sommes intéressés prioritairement à la maltraitance physique. Alors pourquoi? Parce que les conséquences lésionnelles de cette maltraitance physique sont forcément plus faciles à repérer, je pense aux fractures notamment, et du coup nous disposons de critères plus objectifs pour pouvoir les repérer, d'autant que du fait de la gravité des lésions, les enfants peuvent être hospitalisés, ce qui va nous permettre pour nous de les repérer dans la base de données nationale hospitalière du PMSI, Programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc, comme vous le savez peut-être également, chaque hôpital, qu'il soit public ou privé,
doit systématiquement renseigner un résumé à l'issue de chaque séjour hospitalier. Alors, ce que je voulais... donc, nous avons forcément... nous sommes posé la question donc, de pouvoir construire un algorithme pour repérer cette maltraitance dans les données du PMSI. Et donc, nous avons construit cet algorithme à partir des codes de la classification internationale des maladies, donc notamment des diagnostics. Nous avons construit 2 groupes. Un premier groupe qui rassemble, qui est repéré, si j'ose dire, à partir des codes d'agression physique volontaire, et un deuxième groupe dans lequel nous souhaitions pouvoir repérer les cas suspects. Donc, pour ce faire, nous avons fait une étude de la littérature internationale pour savoir quelles étaient les lésions, donc je reprends l'exemple des fractures, qui pourraient être soit par leur localisation en fonction de l'âge de l'enfant, soit par leur répétition, nous amener à suspecter fortement une maltraitance. Alors cet algorithme a déjà été publié dans une revue spécialisée, une revue internationale spécialisée dans la maltraitance enfant. Ce premier travail a bénéficié du soutien de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Alors, la question pour nous aujourd'hui, c'est de la qualité de cet algorithme. Donc, comme vous vous en doutez, dans la mesure où les résumés sont remplis de façon à pouvoir élaborer les budgets hospitaliers, donc nous nous sommes demandé si, dans la mesure où le code de maltraitance ne va pas changer forcément le tarif du séjour, si cette maltraitance était correctement reportée, c'est-à-dire est-ce que les enfants maltraités sont tous identifiés dans les résumés ou au contraire, s'il y a un repérage par l'algorithme, est-ce que les enfants sont réellement maltraités? Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons prévu une étude multicentrique de validation de cet algorithme. Nous avons prévu d'aller dans plusieurs hôpitaux, de lancer l'algorithme sur la base des résumés PMSI de ces hôpitaux pour pouvoir confronter les résultats de cet algorithme à ce que nous allons trouver dans le dossier médical du patient. Donc là, on est vraiment obligé de retourner au dossier médical. La notion de maltraitance, c'est une notion très complexe et qui nécessite notamment une expertise par des médecins légistes. Donc, nous allons faire ce travail évidemment avec le concours de médecins légistes. Donc, nous voulons estimer la valeur prédictive positive, mais également et réciproquement, donc la question à l'envers, si j'ose dire, la sensibilité. Nous avons prévu 300 dossiers par hôpital et nous allons pouvoir examiner de 1500 à 3000 dossiers selon le nombre d'hôpitaux que nous pourrons inclure. Alors, je voulais simplement expliquer l'intérêt de ce travail. Donc, nous espérons pouvoir nous servir de cet algorithme lorsqu'il sera validé comme un baromètre de la surveillance de la maltraitance en France et dans les territoires, en lien avec tous les acteurs concernés. Je pense notamment aux conseils départementaux, en plus, pas seulement les soignants à l'hôpital ou en ville, mais les conseils départementaux avec les services sociaux, l'éducation nationale. Et alors, nous sommes bien conscients du fait que cet algorithme repose sur des hospitalisations. Nous avons donc que la face émergée de l'iceberg, mais nous pensons que cet algorithme peut nous permettre de constituer une sorte de marqueur de cette maltraitance par l'étude des variations aussi bien temporelles que géographiques de ces hospitalisations. Nous l'avons déjà utilisé dans le cadre de la pandémie où dès l'été 2020, nous avons pu remonter au cabinet du secrétariat d'État à l'enfance en lien avec la Société française de pédiatrie et les pédopsychiatres une augmentation de 50% du taux relatif d'hospitalisation pour maltraitance, ce qui a servi d'argument, en tout cas a été utilisé dans les arguments pour la réouverture des écoles et des crèches lors du second confinement.
Alors, je vais passer rapidement parce que je vois bien que j'ai atteint le temps limite. Donc, je ne vais pas vous donner tous les éléments de la faisabilité. Je voulais simplement dire que j'ai la grande fierté de coordonner le groupe de travail RETSIAM sur les troubles mentaux du comportement et que cet aspect en fait partie. Et donc, du coup, nous avons beaucoup de discussions avec les membres du groupe. Je voulais également dire que je suis responsable d'un groupe au niveau européen sur l'analyse des données de la maltraitance à enfants et que j'espère bien que nous pourrons partager cet algorithme avec nos collègues européens pour pouvoir tous en profiter. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation qui est un sujet qui est difficile. Il y a une réflexion à l'Académie de médecine. En ce moment, il y a un groupe de travail sur la réflexion sur le diagnostic de la maltraitance et éventuellement sur une modification de ces méthodes de codage. Est-ce que vous auriez des perspectives sur la manière dont on pourrait modifier la manière dont cette pathologie est enregistrée? Alors, on l'a déjà remonté dans notre article, hein. On a fait, donc l'article a été publié au niveau international, mais aussi dans le bulletin épidémiologique hospitalier. Et donc, bulletin d'épidémiologie, excusez-moi, dans le BEH. Donc, nous avons posé la question justement de la modification des codes, hein, parce que c'est très compliqué. Alors, c'est déjà compliqué pour une étude, pour une service clinique, de repérer cette maltraitance, parce que nous, dans l'algorithme, nous avons la chance d'avoir tout le parcours de l'enfant. Et donc, à force de le voir revenir dans plusieurs hôpitaux, évidemment, nous, ça nous aide. Mais le service clinique qui accueille l'enfant n'a pas forcément tous ces éléments. Ensuite, il n'est pas encouragé du tout à recueillir les codes d'agression, notamment. Donc, nous avons vraiment demandé, et donc, il faut savoir que le travail sur une étude pilote sur l'algorithme a été soutenu par Santé publique France, donc il nous soutient vraiment dans cette démarche de faire évoluer le codage de façon à ce que nous puissions repérer plus facilement ce phénomène très important. Je pense notamment aux autres maltraitances, excusez-moi de le dire comme ça, mais la maltraitance physique, on y arrive, on espère y arriver à peu près, mais il y a beaucoup d'autres formes de maltraitance. Si on va dans les dossiers médicaux, moi j'y suis allée, on les voit, mais on ne les voit pas dans les résumés et on peut comprendre, hein, on peut comprendre aussi les inquiétudes des professionnels. Merci beaucoup. Là, on va passer au projet suivant, qui est le projet BOAS LMC, qui va nous être présenté par Mme Audrey Lajoigny. Bonjour, donc oui, le projet BOAS LMC, alors c'est moi qui pense. Alors très rapidement, RCTS, c'est une CRO qui est basée à Lyon. À l'origine, c'était une spin-off de l'Université Lyon 1, et maintenant ça fait 30 ans que cette CRO existe. On a deux activités principales, une activité opération clinique avec collecte de données primaires, donc essais cliniques ou études non interventionnelles, et puis toute une partie biométrie avec statistiques, bien sûr, enfin analyse statistique, mais aussi travail sur les données secondaires, donc que ce soit registre, cohorte et évidemment SNDS. Et de plus en plus, et quasiment exclusivement maintenant, SNDS couplé à d'autres bases. Donc le projet, alors très rapidement, la leucémie myéloïde chronique, c'est une hémopathie maligne rare, qui était très grave, mais depuis les inhibiteurs de la tyrosine kinase, maintenant l'espérance de vie rejoint celle de la population générale. Malheureusement, il y a quand même quelques patients qui ne vont pas répondre à ces traitements. Donc, il y a encore du développement de médicaments sur cette pathologie. Et donc, il y a un besoin de comprendre qui ne répond pas, quelle a été la stratégie thérapeutique chez ces patients. Et puis aussi, il y a des questions sur la rémission sans traitement, c'est-à-dire que les inhibiteurs de tyrosine kinase ont des effets indésirables. Et donc, on pourrait arrêter le traitement chez certains patients, mais chez qui, en fonction de quel traitement auparavant, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même encore beaucoup de recherches dans cette pathologie-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de publications aussi
avec le SNDS. Donc, pour valider, pardon, on va coupler aux données du centre Léon Bérard, qui est un registre exhaustif de tous les patients atteints de leucémie myéloïde chronique pris en charge au centre Léon Bérard. Alors, on va travailler sur 2 types d'algorithmes, un qu'on va nommer conventionnel ou traditionnel, et puis un peu plus innovant, un peu dans l'idée du projet Renalgo. Donc l'algorithme traditionnel, c'est celui-là, on le définit a priori, on considère que les patients qui ont eu telle consommation de soins, telle hospitalisation, telle consommation de médicaments, telle ALD, et qui en plus ne sont pas hospitalisés pour des pathologies confondantes, vont être les patients atteints de LMC. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de ne pas développer qu'un seul algorithme, parce qu'évidemment, en fonction de la question de recherche, on peut vouloir un algorithme plus spécifique. OK, je suis prête à perdre des patients. Par contre, je veux que mes patients, je veux être sûre que mes patients, ce soient bien les patients atteints de LMC. Et puis, à l'inverse, si on veut faire de l'épidémio, on peut dire, bon, je vais être un petit peu moins spécifique, mais par contre, je préfère être sensible et avoir tous les patients potentiels. Donc ça, c'est un diagramme de Venn. Voilà, donc si on veut être très spécifique, on prend la partie assurée au milieu, et puis on enlève évidemment les critères d'exclusion. Si on veut être plus sensible, eh ben, on va prendre tous les moyens d'identifier les patients, et puis évidemment, il y a des intermédiaires. La partie un peu plus innovante, c'est-à-dire que cette fois, on ne définit pas a priori, mais on va aller regarder toutes les consommations de soins des patients, et on va développer un modèle prédictif pour voir les consommations de soins qui sont prédictives d'être atteint de leucémie myéloïde chronique. Alors, évidemment, on pense aux méthodes IA, machine learning, mais il y a aussi les stats conventionnels, modèles de régression qui peuvent aussi être intéressants. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller explorer plusieurs méthodes, en tout cas sans définir d'algorithme a priori. Donc voilà, je passe rapidement pour pas trop prendre de temps. Vous avez compris qu'on couplait, donc forcément, on a notre gold standard et on va pouvoir valider classiquement avec les données du CLB, du Centre Léon Bérard, pour avoir nos faux positifs, nos faux négatifs, nos vrais positifs, nos vrais négatifs. Voilà, les indicateurs classiques. Les risques et les limites, c'est la validation de l'algorithme sur un seul centre, puisqu'on n'a que les données du Centre Léon Bérard. Cela dit, la prise en charge de la leucémie myéloïde, elle est tellement codée qu'en fait, on a peu de chances d'avoir un risque de biais quand même. Le caractère innovant, c'est qu'il n'y a aucun algorithme validé sur les patients LMC au moyen d'un couplage. Et c'est l'utilisation de modèles prédictifs pour essayer de voir s'il y a d'autres consommations de soins qu'on n'a pas anticipées qui peuvent prédire le fait d'être atteint de LMC. L'équipe, bon, je passe. Évidemment, le docteur Nicolini, qui est l'expert du CLB, qui va nous accompagner sur toutes ces étapes, et c'est évidemment indispensable pour pouvoir interpréter tout ça. Et puis juste pour conclure sur le fait que RCTS implique beaucoup dans des travaux collaboratifs, que ce soit auprès de l'AFCRO, des groupes de travail des industriels, et on est évidemment très très content de pouvoir participer à ce travail collaboratif. Et on est convaincu que c'est indispensable pour exploiter et surtout valoriser le SNDS pour publier et aussi pour attirer évidemment d'autres acteurs que les acteurs français, puisqu'on a quand même une très belle base de données. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez une idée des facteurs que vous pourriez retrouver? Est-ce que vous avez des cibles dans les facteurs avec le modèle prédictif qui pourraient être associés à l'apparition de la LMC? Fonctionne, oui. Bon, ce serait pas, alors ce serait prédire d'être atteint de leucémie myéloïde chronique, mais en fonction des consommations de soins à laquelle on n'aurait pas pensé. Effectivement, l'algorithme conventionnel, c'est des hospices avec des codes SIM10, les traitements et les ALD. Donc, en gros, dans la littérature, ça se résume à ça. Donc, effectivement, est-ce qu'il y a des actes médicaux, des actes de biologie qui sont répétés? En fait, il y a toutes les consommations de soins remboursables qui sont envisageables. Voilà. Et là, on n'aurait pas à aller chercher une à une et à réfléchir, est-ce que potentiellement ça prédit ou pas? Et c'est vrai que là, l'algorithme permettrait de faire ce travail sans a priori. Beaucoup. Il y a des questions dans la... Alors, on va passer à la présentation suivante, et celle de Monsieur Laurent Lame pour l'algorithme Epavir-Algo.
Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Lame, je suis médecin de formation et je travaille à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique dans le cadre d'une thèse en épidémiologie. Donc, pardon. Le travail que je vais vous présenter est une étude de validation d'algorithmes de détection de patients VHB et avec une hépatite B ou une hépatite C au sein du SNDS. Déjà, pourquoi ce travail? On sait que les hépatites virales, aussi bien B et C, sont associées à un fardeau clinique, mais aussi économique important. Et pour pouvoir quantifier ce fardeau clinique et économique, il faut pouvoir identifier ces patients au niveau national. Et pour pouvoir identifier ces patients, il faut pouvoir disposer d'algorithmes qui permettent de repérer, détecter ces patients et surtout d'algorithmes dont on connaît leur niveau de performance et leur validité. On sait qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui ont été déjà développés, qui ont été évalués sur des bases médico-administratives étrangères, non françaises. Et il est donc important de pouvoir d'évaluer la transposabilité d'algorithmes qui existent déjà, qui sont déjà décrits dans la littérature, et les appliquer au SNDS pour connaître leur validité et leur performance sur le contexte français. Mais il est aussi important de pouvoir développer de nouveaux algorithmes permettant d'identifier les patients avec une hépatite virale B ou C et connaître également la performance de ces nouveaux algorithmes. Pour effectuer ce travail, mon projet de faire, c'est d'utiliser les données d'une cohorte prospective multicentrique, la cohorte hépataire, qui inclut des patients avec une hépatite virale B ou C. On dispose déjà d'un appariement des données de cette cohorte avec le système national des données de santé. Et cet appariement est basé sur un chaînage déterministe pour plus de 95% des patients, ce qui nous assure une très bonne qualité d'appariement de chaînage entre les patients de la cohorte et les données du SNDS. Il y a en tout 14 754 patients avec une hépatite virale B ou C dans la cohorte hépataire pour qui on a obtenu le consentement pour l'appariement des données avec le système national des données de santé et qui pourront donc être analysées dans le cadre de ce travail. Donc le gold standard qui va être utilisé, ce sont les statuts virologiques qui ont été établis par les investigateurs des différents centres dans la cohorte hépataire, et on va confronter le statut viral de ces patients au statut viral qui pourra être obtenu par les différents algorithmes qui seront explorés dans le cadre de ce projet. Alors, je peux vous donner des exemples voilà, à titre illustratif d'algorithmes qui existent déjà dans la littérature et qui seront testés dans le cadre de ce travail. Ce sont des algorithmes qui ont été appliqués sur des bases de remboursement médico-administratives à l'étranger qu'on pourra évaluer sur le SNDS, par exemple. Donc, il y a un travail a priori de revue de la littérature qui est prévu dans le cadre de ce projet, et d'autres algorithmes nouveaux seront prévus en fonction du trajectoire, du parcours de soins des patients VHP sur la base de données d'experts qui seront également validés. Et on prévoit également, dans le cadre de ce travail, des algorithmes nouveaux qui seront issus de méthodes d'apprentissage supervisé. Ça peut être des forêts aléatoires, des gradients boostés, encore des méthodes d'ensemble. Et la cross-validation va permettre de valider la performance de ces algorithmes en confrontant le statut viral, encore une fois, avec le gold standard de référence que sera la cohorte hépataire, en utilisant un tableau de contingence qui permettra de connaître le nombre de vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs et faux négatifs. L'ensemble de ces algorithmes, l'ensemble des performances sera évalué, illustré à travers des indicateurs qui sont relativement classiques, et ces résultats doivent permettre de mieux connaître la performance et la validité des algorithmes testés. En conclusion, c'est un travail qui est important, car il va permettre
d'établir les cohortes nationales de patients avec une hépatite virale B ou C, de connaître la prévalence de ces patients, le parcours de soins de ces patients, le fardeau clinique et économique de ces patients, mais surtout connaître le risque d'erreur, l'erreur de classification potentielle liée à l'utilisation des différents algorithmes une fois appliqués sur le SNDS. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je pense et j'espère que ce travail va aboutir prochainement. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Il y a des questions ou des remarques? Est-ce que vous prévoyez de faire une étude différenciée entre différents types d'hépatite? Alors, les algorithmes qui sont prévus dans ce travail s'intéresseront aux hépatites virales B, hépatites virales C, mais aussi aux hépatites virales D, c'est-à-dire chez les patients qui ont déjà une infection chronique au virus de l'hépatite B, le nombre de patients qui aura une infection également au VHT. Voilà. Je pense que je repasse la parole à Romain pour clôturer cette session. Oui, merci beaucoup Hossein et merci beaucoup à tous les lauréats qui ont bien voulu présenter leur projet aujourd'hui. Alors l'événement touche à sa fin avec presque pas de retard. Merci beaucoup à tous les intervenants. Alors s'il y a des questions dans la salle ou en ligne, on peut encore en prendre une peut-être. Et on a eu quelques questions en ligne. Alors je vais juste vous rappeler que l'appel à manifestation d'intérêt était donc structuré en 3 vagues. La première s'est terminée à l'automne 2021. La deuxième s'est terminée là au mois d'avril-mai 2022. Et la troisième est déjà ouverte et donc reste ouverte jusqu'au 30 septembre 2022. Donc n'hésitez pas à candidater si vous êtes intéressé, si vous avez un projet qui pourrait rentrer dans le cadre de BOA. Je ne vois pas de questions dans la salle. Je vous propose à tous de... Ah pardon. Alors, excellente question. Je vais juste reprendre pour les personnes qui sont à distance. Je vais juste reprendre la question de Marcel Goldberg dans la salle que je ne pense pas qu'on vous ait entendu en ligne. La question était sur au-delà de la troisième vague, quelle continuité pour le projet BOA et pour le financement de projets de validation. C'est un sujet qui est en cours de réflexion. On n'a pas à ce stade défini de pérennité pour ce mode d'appel à manifestation d'intérêt de financement de projets. On a des discussions sur le volet financement, mais on souhaite surtout, à l'issue de la troisième vague, faire un bilan de comment se sont déroulées les 3 premières vagues, consolider les résultats et publier réellement la bibliothèque, structurer la bibliothèque et publier réellement l'outil de partage des algorithmes et l'outil de collaboration autour de ces algorithmes-là, justement. Donc, je n'ai pas de réponse précise à vous faire sur le suivi en termes de financement et d'accompagnement de projets au-delà de la troisième vague. On va déjà s'occuper des 9 plus X lauréats qui viendront lors de la troisième vague dans l'accompagnement des projets. Je pense que on a fait le tour des questions. Merci à tous les intervenants, bien sûr. Merci à tous les participants sur place ou en ligne. Et écoutez, j'invite toutes les personnes qui sont sur place à nous rejoindre à droite en sortant de la salle pour un cocktail de fin d'événement. Et je souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir.